J'ai passé ces 20 dernières années dans un lieu qui ne laisse pas de place à l'illusion. En bien comme en mal, ici la vie est nue et se révèle pour ce qu'elle est. Pour certains, il peut être tentant de l'ignorer, mais tôt ou tard, elle vous force à la regarder en face. Pour la plupart, c'est comme voir le visage de la méduse. Vous aurez de la chance si votre cœur ne reste pétrifié pour toujours. Pour d'autres, c'est perdre son innocence et assumer un regard neuf sur soi-même et sur le monde. Si, comme le disait Pablo Neruda, l'important n'est pas de naître, mais de renaître, ici est le lieu où l'on a de grandes chances de mourir ou de renaître. Ici, penser n'est pas un luxe, mais une nécessité pour éviter que ce que vous n'avez pas compris à temps ne vous tombe dessus à l'improviste, comme en embuscade, et ne vous trouve sans défense. En arrivant à Palerme il y a plusieurs années, je constatai avec étonnement que Giovanni Falcone gardait dans son bureau une télévision allumée sur laquelle le télétexte défilait en permanence. Parfois, alors qu'une nouvelle apparemment sans lien avec son travail de juge s'affichait à l'écran, il devenait songeur. Comme s'il fallait déchiffrer dans l'instant tout événement, une nouvelle société cotée en bourse, la nomination d'un ministre, pour en saisir le code secret et calculer l'éventuel enchaînement de ses répercussions à l'échelle globale. Comprendre où et comment se déplaçait le pouvoir réel du pays, c'était comprendre où et comment il fallait se déplacer à son tour pour éviter d'être pris au dépourvu ou d'avancer en terrain miné. Avec le temps, cette leçon a commencé à faire partie intégrante de moi. Elle m'a singulièrement marqué après les meurtres de Giovanni Falcone et Paolo Borsellino. Par moments, il m'arrive de penser que le premier est mort parce que son extraordinaire intelligence avait pour une fois été dépassée par les événements. Le second, au contraire, mis en garde par le massacre de Capaci, avait pu anticiper ce qui l'attendait. Il avait vu la mort s'approcher, pas à pas, telle la victime sacrificielle d'un pays trop lâche et immature pour savoir observer sa propre réalité, protéger ses meilleurs enfants et ainsi assurer son salut. Cet endroit est sérieux. Pour des raisons opposées, victimes et bourreaux y sont condamnés à prendre la vie au sérieux. Mais il me semble par moments que mon pays perd son sérieux, qu'au lieu de se raconter tel qu'il est réellement, il se raconte des histoires et des contes de fées minables auxquels il finit par croire, perdant ainsi sa propre identité. Nous sommes nos propres démons, disait Goethe. Je pense que cette devise ne vaut pas seulement pour les hommes, mais aussi pour les peuples. Dans ce livre, j'ai voulu décrire les démons de mon pays, ceux qui ont ensanglanté sa longue histoire et ceux qui, pillant ses ressources, sont en train de le condamner à un inexorable déclin. Ces démons, je les ai longuement fréquentés. Lorsqu'on me demande quel type de vie je mène, j'ai coutume de répondre que je fréquente des assassins et des complices d'assassins. En effet, tout ce temps passé à les interroger dans les prisons, à écouter leurs conversations enregistrées, à renouer les fils de tant de délits, a dévoré une grande partie de ma vie. Au début, je croyais devoir me confronter à une sorte d'empire du mal, un monde étranger qu'il me fallait traverser, juste le temps nécessaire avant de réintégrer le monde des honnêtes gens, des personnes dites normales. Puis, peu à peu, la ligne de démarcation est devenue floue, jusqu'à s'effacer pratiquement. Poursuivant leurs traces, j'ai pu me rendre compte à maintes reprises que le monde des assassins communiquait, par 1000 portes tournantes, avec les salons feutrés et insoupçonnables où le pouvoir s'abrite. J'ai dû prendre acte du fait que ces gens ne parlaient pas forcément d'une voix criarde et ne portaient pas toujours les stigmates du peuple. Qu'au contraire, les pires d'entre eux avaient fréquenté les mêmes écoles que nous. On pouvait les croiser dans les milieux les plus aisés et, parfois, les voir à l'église se battre la poitrine aux côtés de ceux qu'ils avaient déjà condamnés à mort. Avec le temps, j'ai fini par comprendre que le monde des assassins n'est autre que le hors-scène du monde où tant de sépulcres blanchis se donnent en représentation. Voilà pourquoi ce livre raconte des histoires obscènes, histoires qui, de par leur enchevêtrement dans les domaines de la mafia, de la corruption et du terrorisme politique, peuvent offrir une clé de compréhension de certaines pages cruciales du passé et permettre de déchiffrer le présent et l'avenir, ou peut-être l'absence d'avenir de mon pays. Le déclin italien, conjuré jusqu'à il y a peu encore comme l'anathème de Cassandre visionnaire, semble en effet se révéler jour après jour, tel un destin en attente de s'accomplir. Il m'a donc semblé que le temps était venu de partager publiquement certaines de ces réflexions mûries au cours de mon voyage dans le monde des assassins, m'ayant conduit à l'hypothèse qu'une anomalie nationale pouvait être la cause de ce déclin. Alors que dans les autres pays européens, la criminalité ne fait pas l'histoire, en Italie, l'histoire nationale, avec un grand H, est inextricablement liée à l'histoire de la criminalité des secteurs significatifs de sa classe dirigeante. Si bien que dans certains tournants essentiels de l'histoire, il n'est pas donné de comprendre l'évolution de la première sans saisir ses connexions avec la seconde.
de l'unité italienne jusqu'à nos jours, cette criminalité des puissants s'est déclinée sous 3 registres: la corruption systémique, la mafia et le terrorisme politique. Partant, la question criminelle en Italie est indissociable de celle de l'État et de la démocratie. Dans les périodes économiquement prospères, les dégâts produits par la criminalité des puissants finissent par être assimilés et résorbés. En revanche, dans les périodes de crise comme celle que nous traversons actuellement, les méfaits de cette criminalité induisent des coûts si élevés pour la société tout entière qu'ils ne peuvent à terme être supportés par le pays. Je suis conscient du fait que le lecteur, patient, accoutumé de longue date à s'entendre conter des histoires rassurantes qui finissent bien, dont les protagonistes ne sont que des champions absolus du mal ou héros solitaires, pourra parfois, au fil des pages, sentir son sang se glacer face au dénouement de cette histoire de famille terrifiante et inachevée qui nous concerne tous. Cependant, comme je l'ai dit au début, je vis depuis trop longtemps déjà dans un lieu qui ne laisse pas de place à l'illusion, et je ne suis plus capable de raconter des contes de fées.